Ok, Bonjour je à vois. tous, on est en live, donc on est sur le live de la permanence numéro 5 de l'association Formaker. Bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. On est nombreux sur ce live, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de petits bugs. Et je propose tout de suite à Fred peut-être de se présenter, de présenter rapidement l'association Formaker pour ceux qui nous rejoignent. Ouais, salut Lionel, salut à tous. Alors, l'association Formmaker, pour ceux qui n'ont pas suivi les lives ou qui ne nous connaissent pas encore tout à fait, on est une association basée à Strasbourg. On va fêter nos 5 ans là cette semaine, donc c'est une super aventure qui continue. Et voilà, cette aventure, elle a commencé sur l'impression 3D, puis sur les salons des makers. On a parcouru la France et un peu plus loin l'Europe. Et on a croisé tout un tas de gens hyper motivés sur le sujet. Et voilà, à cause du confinement, notre permanence, qui est d'habitude une fois par semaine dans un quartier à Strasbourg, eh ben on l'a fait en live pour garder le lien avec les membres de l'association et pour garder un peu le fil conducteur de nos ateliers, ben c'est de lancer une impression 3D pendant 1 heure que vous voyez là en train de fonctionner. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'on va imprimer, eh ben, ce sera quelque chose que vous pourrez deviner tout au long de l'impression. Et voilà, j'ai envie de dire, puisque on a une bonne nouvelle, notre local va de nouveau être accessible à partir de la semaine prochaine. Eh Ah, bien, on va offrir cette impression 3D à la personne qui devinera ce que c'est. Alors, évidemment, ceux qui participent au live sont au courant, mais j'attends le public de trouver ce que c'est. Et voilà, sans plus attendre, je peux passer la parole pour les présentations, et puis après, je vous parlerai du programme et du reste. Alexandre, on voit que tu es en train de travailler, mais tu peux nous dire un petit mot. alors moi c'est Alexandre Adler, hein, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis modeleur 3D. Je jongle sur plusieurs logiciels, 3ds Max, ZBrush et bien d'autres. Ma spécialisation c'est surtout la création d'objets en 3D, sculpture de personnages, de créatures un peu fantaisistes, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran et tout ça. Et voilà quoi, donc ma spécialisation, c'est le modeling. Soit le modeling traditionnel, soit le sculpting, comme ce que je suis en train de faire là sur ce petit logiciel qui s'appelle ZBrush. Waouh, excellent. Ok. Et normalement, on attend encore une autre personne qui devrait nous rejoindre en cours de route, mais en tout cas, ce que je peux déjà voir de ce que va nous présenter Alexandre, c'est assez exceptionnel. Moi, je voulais revenir sur ce qu'on a pu faire la semaine dernière et vous présenter le site, notre site internet, juste la page qui va vous permettre de suivre les ateliers, de suivre nos lives. L'adresse du site vient de s'afficher en bas de votre écran. Alors, moi, je vais vous l'ouvrir. Hop, voilà. C'est le site de Formaker. Je clique dessus. Ça, c'est nous. Vous allez sur le site 3dim.formaker.org. On tombe sur cette page. Cette page, eh bien, c'est le résumé des 4 autres lives qu'on a pu faire depuis le début du confinement. Vous voyez, on avait des sujets qui étaient très d'actualité, imprimer des visières de protection, imprimer des embouts pour les masques de respiration. Ensuite, il y a eu le déconfinement, on est passé sur des sujets un peu plus légers. Alexandre nous a rejoint, il a modélisé un tank en 3D en 1 heure. On voit cette ébauche-là qu'on peut trouver en cliquant dessus, on le voit en 3D. La dernière ébauche, il l'a continué pendant le live précédent. Et là, écoutez, si je clique dessus, paf, on arrive sur un super modèle en 3D. Vous pouvez le voir même sur votre téléphone portable en cliquant dessus. Donc, les discussions la semaine dernière, c'était sur l'univers Warhammer 40 000 et Alexandre, pendant le live, a modélisé tout ça. Et avant de passer à la suite,
moi, je vais faire un petit truc sympa. Grâce à Alexandre qui l'a partagé sur Internet, eh bien, je télécharge le modèle et je vais vous montrer comment on peut télécharger un modèle d'Internet et l'imprimer sur son imprimante 3D. Ensuite, qu'est-ce que tu en penses, Alex? Tu veux nous présenter ce que tu fais ou Oui. Bah, je peux, Ok, ouais. Bah, c'est très simple en fait. Donc, je vais montrer un autre logiciel de modélisation 3D, donc qui est ZBrush. Alors, petite anecdote pour ceux qui ne connaissent pas ZBrush. ZBrush est un logiciel qui a été utilisé en tout premier lieu. En fait, ce qui a fait connaître le logiciel ZBrush, c'est l'équipe qui a fait Le Seigneur des Anneaux. ok, Parce que beaucoup enfin, quand ils ont fait le film, ils savaient qu'il devait y avoir beaucoup de 3D, hein, énormément de 3D. Et ils savaient que faire de la 3D traditionnelle, c'est-à-dire modéliser carré par carré, polygone par polygone, ça allait être très laborieux. Ils ont découvert ce logiciel et ils se sont rendus compte que c'était plus rapide de passer par ce logiciel de sculpture 3D en fait, que de passer par de la 3D traditionnelle. Et c'est Le Seigneur des Anneaux qui a popularisé dans la 3D ce logiciel. Aujourd'hui, il est très utilisé par beaucoup de studios, films, jeux vidéo et tout ça. C'est un logiciel qui permet, donc je vais vite fait montrer un peu ce qu'on peut faire. C'est un logiciel en fait qui permet en 3D de faire comme si on travaillait de la sculpture traditionnelle, rajouter de la terre glaise, rajouter des éléments et tout ça, de pouvoir, si on veut, aussi tirer les formes et compagnie. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de faire en 1 heure un petit visage très simple en 3D. ah, excellent. Bah, écoute, ça c'est quelque chose qui nous intéresse parce que d'habitude, quand on fait des ateliers, on vient avec un scanner 3D et pour amuser justement notre public qui est souvent des jeunes, eh ben on scanne leur visage et c'est drôle parce que euh, quand on a un mauvais éclairage, les pauvres, ils se retrouvent en 3D sur l'ordinateur, ils ont comme une tête de zombie, alors ça leur fait presque peur. Mais faut dire ce qui est, hein, les scanners 3D, bon, ça existe depuis un certain temps, mais ceux qu'on peut trouver, voilà, dans le commerce ou dans les Fab Labs, qui sont pas trop chers, ils nous offrent une qualité de rendu un peu comme, voilà, les premiers appareils photo au début du siècle dernier. Ça veut dire que il faut quasiment 1 minute ou deux pour scanner un visage. Il faut pas du tout bouger, il faut pas se gratter le nez, il faut pas éternuer, il faut pas cligner des yeux. Et voilà, sinon c'est comme les photos de l'époque, le temps d'exposition, ça crée un flou si vous bougez quoi. Donc en tout cas, voilà, c'est vrai que bon, en 2 minutes on a scanné la tête de quelqu'un, mais on peut pas en faire grand chose, on peut pas l'animer, on peut pas faire tout un tas de trucs. Et j'imagine que grâce à ce logiciel, tu façonnes la tête et puis t'en fais vraiment beaucoup de choses après, quoi. Oui, oui, tu peux en faire ce que tu veux, hein. C'est certains modeleurs 3D en plus, ce qu'ils font, généralement, ils font une tête, on va dire générale, quoi. Ils la sauvent, enfin ils la save à part. Comme ça, en fait, après, quand ils ont d'autres personnages à faire, tout ce qu'ils ont à faire, c'est réimporter la tête et la retravailler comme ils D'accord. veulent pour la faire correspondre au rendu final après. Ça veut dire qu'il crée une sorte de modèle de crâne humain pour un personnage et ensuite il s'en resservent pour Ouais, changer, c'est ça, varier. c'est ça. D'accord. Ok, bon, ça c'est une technique Et ils le font assez pour beaucoup. intéressante. Ils le font pour beaucoup d'éléments, hein. Généralement, les éléments qui sont très durs à travailler, comme par exemple les pieds, les mains, Mhm. et puis ouais, plutôt les éléments généraux, quoi. Donc tout ce qui est très laborieux à faire, comme tête, main, pied. D'accord. Ouais, ben évidemment, créer un être humain de toutes pièces, c'est effectivement assez complexe. Il faut avoir des notions d'anatomie et Ouais, voilà, ça demande beaucoup d'observation.
En tout cas, moi, ce que je trouve épatant et ce qu'on peut peut-être voir sur mon écran, Lionel, c'est justement que dans les lives précédents, si vous voulez vous y référer, Alexandre, il a modélisé ce tank. Alors, ça, c'est le produit fini qui a à peu près duré 2 ou 3 heures de temps pour le finaliser. Un peu plus. Et d'accord. Tu as fait deux fois une session d'1 heure en live et puis tu as peaufiné derrière, quoi. Ouais, je l'ai beaucoup remodifié, retravaillé un peu. Je voulais que les chenilles soient plus épaisses, je voulais modifier un peu les tourelles, un peu et ne pas coller au modèle d'origine, quoi. Un peu modifier à droite et à gauche pour avoir ma patte personnelle dessus, quoi. Pas faire un Ouais, bah vulgaire justement, copier-coller. on voit quelque chose de super sympa. Il est prêt à fonctionner dans des univers virtuels. Alors, moi, ce que je vous ai proposé au début du live, c'est, voilà, on peut télécharger ce modèle. Hop, il y a un Ouais. lien sous ton pseudo. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de télécharger le tank dans un format de fichier. J'ai choisi objet. Hop, je l'enregistre. C'est parti. Et il suffit que j'ouvre ce fichier dans un logiciel qui va piloter mon imprimante 3D. Donc, ce logiciel qui s'appelle Cura, certains reconnaîtront pas forcément la version actuelle, mais une version précédente que moi je trouve intéressante parce que j'ai calibré mon imprimante dessus et c'est important d'avoir un duo logiciel imprimante avec tous les paramètres qui fonctionnent bien. Et voilà, le tank qu'on voit devant nous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le logiciel en question, il va prendre les paramètres de hauteur de couche et c'est 0,3 mm pour que ça s'imprime assez rapidement. Et il va décomposer comme si on faisait un millefeuille de cet objet 3D. Voilà, on voit que en fait, on n'a pas millefeuille, mais on en a 71. Et à chaque étage, si vous voyez, je descends le curseur plus bas, eh bien, on voit les couches de plastique de l'impression 3D qui vont se mettre l'une sur l'autre pour, au bout d'environ, c'est écrit ici 40 minutes en mode théorique, à peu près 1 heure en mode réel, eh bien, la partie du tank haute sera finie. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, et qui est, j'ai envie de dire, un facteur de risque pour l'impression 3D, c'est que quand Alexandre, il modélise des choses dans le vide comme ça, un peu comme un balcon pour un bâtiment, dans une architecture, dans un immeuble, le balcon, il faut des échafaudages pour qu'il tienne avant que le béton se durcisse. C'est un peu pareil. Par exemple, pour les canons de la tourelle du haut, pour qu'elles puissent s'imprimer dans le vide, c'est pas trop possible. Alors du coup, je crée des supports. C'est ce que vous voyez grâce à cette partie visualisation des porte-à-faux. Les porte-à-faux, c'est donc ces balcons qui sont suspendus dans le vide. Toutes les parties rouges, elles ne sont construites sur rien. Et c'est ça qui est un souci quand on imprime en 3D, parce qu'on n'est pas dans la station spatiale, il y a quand même la gravité sur Terre. Et du coup, eh bien, le paramètre créer des échafaudages va vous créer, là on les voit en bleu foncé, des supports en plastique, avec le même plastique imprimé, mais avec des micro-coupures pour qu'on puisse les enlever très facilement. Voilà, par exemple, la première couche d'impression du tank, les deux chenilles, on les voit bien, et l'espèce de quadrillage ici, bleu clair, c'est justement les supports. Alors, j'aimerais savoir si on a récupéré notre 4e participant. Lionel, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? On a quelqu'un avec nous? Oui. Ok, salut, Ouais, il y comment a ça va? quelqu'un avec nous. Salut. Salut.
on a un quatrième intervenant et voilà. Si ah tiens, j'ai l'impression que ma webcam, comme d'habitude, au bout de 5 minutes, elle fait grève. Bon, vous voyez justement mon petit point blanc à l'écran, mais c'est pas grave, vous entendez ma voix. Écoute, si tu veux te présenter, puis on va continuer la discussion autour de la 3D qu'on aime bien, quoi. Ok, bonjour, je m'appelle Pierre-Alexandre, je suis designer et je suis spécialisé dans la fabrication additive. Voilà. Waouh, ça c'est un vaste sujet. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu voulais nous présenter aujourd'hui? Parce que l'impression 3D, on sait que c'est pas simple. Des fois, ça marche pas très bien. On a des aléas techniques. Alors, sinon, Alors, tu peux nous en parler, quoi. ouais, alors Et je vais vous montrer la pièce qui va poser des soucis. C'est ça. C'est mon d'accord. extrudeur. J'ai le petit pas de vis qui sert à tenir l'axe qui vient de lâcher. Donc malheureusement, je pourrais pas imprimer quelque chose pour vous aujourd'hui, mais on peut le D'accord. faire la semaine C'est pas prochaine grave. si vous voulez. En tout Euh, cas, donc on a une l'idée, imprimante qui tourne, hein, Lionel. Si tu veux juste partager mon écran, comme ça, on peut parler et puis il y a quelque chose à l'écran qui se passe. Ouais, je te laisse la parole. c'était de vous imprimer un vase, mais avec au lieu de le faire avec une buse standard qui aurait mis plusieurs heures, ça aurait été de le faire avec une buse de gros diamètre pour Ah pouvoir faire des ouais, couches très rapides et très hautes. Du excellent. coup, c'est aussi très visible à l'écran. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Bah ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, on sait que l'univers des makers, c'est essai, erreur, recommence, on s'améliore, on refait des essais, et des fois on réussit, et puis c'est la fête à la maison. En tout cas, moi j'ai hâte de voir comment ta buse elle se comporte, parce que faut dire ce qui est, l'impression 3D, c'est long Ah oui. quand on fait des gros objets. Donc tu dois savoir ce que c'est, quoi. En tout cas, Euh, là vous voyez une alors, impression 3D ça, cette qui se fait. pièce. Ouais. Ah, pardon. Non, vas-y, vas-y. Ouais, je Donc, suis attentif. voilà, ça, les couches, elles font 1 millimètre de haut, quoi, en fait. Ok. C'est vrai que là où on a l'habitude d'avoir des bus de Ouais. 0,3, 0,4, ou alors de baisser en précision à 0,1 mm, là où toi tu imprimes 1 mm à chaque fois, en gros, Ouais. tu peux aller 10 fois plus vite. C'est ça. Ça, c'est impressionnant. Et Bon. ce que tu tiens dans les mains, c'est un volcan, c'est un vase, C'est un test. Ah, ok. Voilà. C'est un truc en recherche. Ok, excellent. En tout cas, voilà, je comprends que quand on a une imprimante 3D, on la bichonne, on a envie de faire du tuning un peu dessus, et c'est ce que finalement tu as tenté de faire. Tu as mis une autre partie importante. Lionel, si tu peux montrer mon écran. Avec la souris, vous voyez ce qui se balade au sommet de l'impression 3D. Eh ben, c'est justement une sorte, c'est comme une pointe d'un stylo à billes. C'est métallique, sauf que au lieu de coucher de l'encre sur du papier, cette pointe qu'on appelle la buse et que justement Pierre-Alexandre a modifié un peu comme du tuning, hein, eh bien, elle détermine vraiment la rapidité et la précision finalement de l'impression 3D. Là où vous voyez cette petite pièce qui va mettre à peu près 1 heure à être imprimée, elle aura, si je regarde mon écran de préparation, l'échelle, elle fait, voilà, elle est assez modeste. On est à 2 cm, 21 mm de haut sur 44 et 55 de long et de large. Donc c'est pour 1 heure, on a un petit gadget un peu qui sort d'un Kinder Surprise en gros, quoi. Et grâce à la buse extra large de Pierre-Alexandre, on peut aller très vite. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu as dû faire pour changer cet extrudeur. Alors il y a la buse qui est déjà donc une buse énorme qui fait 1,5 mm de large. Le filament en entrée il fait 1,75, donc le fil sort presque D'accord, oui. aussi gros Aussi en large. sortie aussi gros en entrée qu'en sortie. Après c'est pas le tout. Il faut avoir aussi un extrudeur, donc ce qui sert à pousser le filament,
qui va vraiment bien accrocher le fil parce que ça nécessite beaucoup de pression et comme disait Fred, ça pousse à peu près 9 fois plus de plastique qu'une buse standard. Donc même 10 fois, plus de 10 fois plus qu'une buse standard, donc ça nécessite énormément de pression et donc l'extrudeur est très sollicité pour ce D'accord. genre de fabrication. En Donc gros, l'extrudeur, c'est le petit moteur qui va entraîner le fil. c'est ça. Et est-ce que justement, en changeant cette buse, est-ce que tu as aussi dû changer l'extrudeur pour qu'il y ait plus de puissance? C'est ça, ouais, c'est obligatoire. Hein. Sinon, D'accord, ça va patiner. Même sur des buses déjà plus petites, sur des 0,8, qui est le double de la taille standard, c'est vivement conseillé, quoi. d'accord, waouh. En tout cas, ouais, c'est un domaine hyper intéressant. Et est-ce que là, je pense tout de suite à quelque chose. Tu parles de vase. Est-ce que par hasard, tu as prévu d'imprimer dans une matière de type céramique ou c'est un truc que tu as essayé ou que tu veux essayer, etc. Alors là, c'est plus, pour l'instant, là, enfin, ce que j'ai montré là, c'est un cache-pot en fait. Donc, il y a toujours le pot qui est derrière. D'accord, ouais. Mais c'est un plastique donc qui est un qui est un coproduit avec des fibres végétales et du PLA. Ok, ouais. Bah, Donc c'est déjà ça, intéressant. En tout cas, la matière, on sait que c'est vraiment important parce que chaque matière, elle a un peu, j'ai envie de dire, son point de fusion différent. C'est des paramètres à gérer à chaque fois, non? bah oui, selon les matériaux, il y a la température qui va rentrer en compte, le refroidissement aussi. Euh, c'est des matériaux techniques. Il va falloir ce qu'on appelle des enceintes closes pour maintenir une chaleur uniforme dans l'endroit où on imprime la matière. Par exemple, de l'ABS, ça va nécessiter ce genre de choses. Mhm. Euh, du polycarbonate également. Enfin voilà, il y a des matériaux qui nécessitent vraiment des conditions d'impression particulières, euh, qui sont plus difficiles à avoir chez soi que sur des machines plus professionnelles, on va dire. Ouais, en gros, les machines professionnelles, elles viennent avec, en fait, c'est comme des armoires closes. L'impression se fait confinée, quoi, à l'intérieur, quoi. C'est ça, un peu comme un four, quoi. Ça se passerait dans un peu comme dans un four, ouais. D'accord, donc ouais, souvent quand je fais une analogie pour l'impression 3D, que je dis voilà, c'est un peu comme faire de la cuisine, hein, on met une pâte à gâteau pas dans un moule, mais on s'en sert pour qu'elle se solidifie sur une température précise, quoi. Ah oui, c'est vraiment de la cuisine. Hein. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Même on règle aussi l'imprimante en fonction de ce qu'on voit d'un pré-réglage et puis on affine de- presque de manière sensible comme un cuisinier. Ouais, je pense. Ouais, et c'est vrai que si on fait des recettes, moi je pense, et tu me diras sans doute pas le contraire, mais quand on fait de l'impression 3D, on expérimente beaucoup, on a des loupés et en fait on connaît pas tant bien une imprimante que si j'ai envie de dire on passe du temps avec elle. Si tu dors pas avec ton imprimante, tu la connais pas si bien que ça, quoi. J'ai envie de dire. Alors Alors, j'entends ton petit rire parce que je suis sûr que tu as dû la faire fonctionner toutes les nuits parce que des longues impressions ça peut durer des heures, quoi. ouais, alors ça c'est sûr. Après, il y a des imprimantes qui sont plus ou moins tolérantes aussi. Plus on la bidouille, plus on va sortir, on va dire des sentiers battus et plus évidemment il y a des risques d'erreur. C'est-à-dire que si on reste sur des choses standards, a priori, ça fonctionne quand même plutôt bien de base maintenant, du moins actuellement. Mais effectivement, dès qu'on veut faire des choses un peu particulières, c'est euh, c'est déjà voilà un peu plus compliqué, mais c'est aussi voilà, je pense quelque chose qui est intéressant d'expérimenter. Si vous voulez, là, j'ai un autre vase là que je peux vous montrer qui lui est en filament flexible. Ah ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ben, en tout cas, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que l'originalité, en général, elle paye, quoi. Hein. Là,
Là, on a un Pac-Man. c'est vraiment sympa. On peut s'en servir. Alors, évidemment, la flexibilité, elle est intéressante pour des matériaux qui doivent subir un certain nombre d'efforts, quoi, ou pas forcément. C'est une déformation. Comment tu gères justement ces déformations? Est-ce que tu connais la limite de ton matériau ou c'est vraiment empirique à chaque fois? Alors, il y a un peu il y a les deux, je vais dire. Ouais. Il y a différentes duretés de matériaux flexibles. On appelle ça des TPU ou des TPE. Alors, plus il est souple, plus il va être difficile à imprimer. Attendez, peut-être que je peux vous attraper du filament flexible pour vous montrer. Hop, voilà. J'en ai un paquet là. Les spaghettis. Donc, un paquet de nouilles, ouais. D'accord, ouais. C'est du filament flexible, quand même. Donc celui-ci, il est très très souple. C'est aussi élastique. Ouais, je peux tirer dessus, il va s'agrandir. D'accord, ouais. Faut que je le mette en face, c'est mieux. Et donc plus il est souple, plus il va être dur à imprimer parce que il va avoir tendance à vouloir s'échapper de l'extrudeur et du coup ça peut mettre en défaut l'imprimante, s'enrouler autour de l'extrudeur. Ça peut faire des belles catastrophes aussi. Faut tout démonter dans ces cas-là. Donc après, cuisiner des nouilles, quoi. Voilà, il y a des matériaux qui sont flexibles, mais qui sont aussi plus rigides. J'essaie d'attraper autre chose. Qui du coup, voilà, c'est un petit moule aussi là qui a été fait, qui lui est déjà beaucoup plus rigide en fait. Ça se voit peut-être pas, mais il est 2 fois moins épais que les épaisseurs de paroi de celui-ci, quoi, qui est aussi souple. Donc celui-ci est beaucoup plus rigide et ça c'est plus facile à imprimer. Bon, évidemment, c'est pas les mêmes propriétés du coup au final pour servir d'amortisseur ou pour plein d'autres usages, faire des moules, ce genre de choses. Là, il me vient une question aussi, mais est-ce que tu expérimentes sur de la double extrusion? Alors, j'explique pour les auditeurs qui débarquent dans l'impression 3D. La double extrusion, c'est avoir 2 fils de plastique qui peuvent s'imprimer ou en même temps, ou en simultané, ou avec 2 matériaux différents, ou en mix dans l'extrudeur. Est-ce que tu as déjà testé ça par hasard? Alors ouais, je cherche une pièce. Tac. Voilà, j'en ai là. Hop là. Ce que vous voyez à l'écran, en tout cas pour l'imprimante que je vous montre là, c'est simple extrusion. Donc l'extrudeur, c'est cette petite pointe de stylo très fine qui envoie le plastique. Et voilà, il y a des machines qui comportent 2 petits extrudeurs. Et Pierre-Alexandre, tu me disais, toi, tu as déjà testé. Ah, on voit quelque chose. Alors là, c'est une petite pièce de calibration. En fait, j'ai une machine que j'ai bidouillée pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc là, cette pièce n'est pas très belle, mais c'est une machine que j'ai transformée pour pouvoir faire de la double extrusion. Donc là, c'est une pièce de calibration qui permet de régler les décalages entre les 2 buses. Et voilà, à la fin, ça peut donner ce genre de choses, quoi. Ah, approche le plus encore de l'écran. On voit carrément. Je vais être flou après. D'accord. Non, mais c'est une petite grenouille qui est en filament bleu et en filament blanc. Ouais, on la voit mieux là, je crois. Waouh, super. Mais ouais. Il y a eu des loupés avant. Voilà, celle-ci, elle a eu le corps arraché. Voilà. Ici. D'accord, ouais. Donc voilà. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est excellent. On voit mais j'imagine avec une double extrusion, c'est 2 fois plus de problèmes et de calibrage et peut-être 2 fois plus de ratés, quoi. C'est exactement ça. Il y a différents systèmes qui existent pour faire de la double extrusion. Soit on a deux têtes en fait qui va être très difficile de régler. Donc on va avoir 2 têtes les unes à côté des autres avec chacun un extrudeur en bout qui va pousser du filament et on va faire soit travailler une tête, soit l'autre. Après, il y a des systèmes qui ont juste une tête et 2 extrudeurs. Et du coup, il y a le fil qui va être poussé dans l'un ou l'autre. Du coup, ça, c'est déjà plus facile. C'est déjà plus facile à utiliser. Les 2 techniques ont des avantages et des inconvénients.
s'il y a qu'une seule tête, ça va nécessiter de purger la buse. Donc on va pour pouvoir retirer le surplus de matière de la couleur précédente, par exemple, ou du matériau précédent. Donc ça fait pas mal de pertes au niveau de matière. Ok, je vois. Mais c'est En, beaucoup en plus de la beaucoup plus cuisine, simple à régler quoi pour mettre ça. tu deviens plombier finalement à tes heures. Ça veut dire déboucher des tuyaux, gérer les canalisations. Enfin voilà, il me semble avoir vu sur un salon de maker aussi. Il me semble que c'était en Italie. Ils sont allés jusqu'à, je crois, 12 extrudeurs en même temps, en tout cas 12 filaments qui peuvent faire des pièces ouais, en Mhm. arc-en-ciel. Mais bon, je pense évidemment, il y a des gens qui aiment bien imprimer, il y a des gens qui aiment bien modéliser, et il y en a des gens qui adorent construire des imprimantes 3D, quoi. Hein. C'est assez incroyable. Et j'ai l'impression que toi, tu es un peu au milieu de ces trois capacités, quoi. Tu modélises, tu imprimes et tu bidouilles ton imprimante, quoi. C'est un peu, t'as Mhm. toutes les casquettes, quoi. Ben, on va dire, pour moi, j'ai l'impression que, enfin, mon but c'est de fabriquer des choses, mais pour fabriquer des choses, effectivement, j'aime bien comprendre où est-ce que je peux aller en fait. Donc, ça passe par comprendre le logiciel, comprendre la machine et mettre au point la machine pour arriver à ses fins, quoi. Alors, quand tu dis, ouais, bien comprendre les choses, ben justement, c'est ça qui est intéressant dans nos ateliers, c'est que on part souvent d'un petit quiz pour expliquer d'où vient l'impression 3D. Et ensuite, les personnes qui sont avec nous, si elles ont un PC, elles peuvent très bien faire un test. Et moi, je vous propose d'entrer très très simplement dans le monde de la 3D en utilisant, par Alors, exemple, je me permets de vous couper juste avant qu'on continue, puisqu'on a une question sur le chat. Il y a quelqu'un qui demandait comment adapte-t-on cet élément de calibrage. Cette pièce-ci, certainement. Ouais, j'imagine que c'était sur cette pièce qui posait la question. Alors en fait, bah déjà, je vais prendre un pied à coulisse et je vais mesurer l'écart qui se trouve entre mes deux buses. Et puis ensuite, après, il y a d'autres types de tests qui permettent, un peu comme un pied à coulisse, on va imprimer des lignes et en fait, ces lignes-là, elles vont nous donner l'écart qu'il va falloir réduire pour que en fait il y a une ligne qui est là et l'autre qui est là et en fait jusqu'à ce qu'elles soient jointes et donc ça se règle effectivement il faut régler ça en dessous du dixième à peu près au dixième de précision en X, en Y et en Z, donc dans toutes les directions quoi. Ouais, donc c'est pas mal de petits calculs. En tout cas, on se rend compte que le domaine de l'impression 3D, c'est pile poil dans le numérique. Le numérique, voilà, c'est des chiffres, c'est des mesures, c'est même aussi transformer des dessins en 3D. Et en tout cas, ce que fait Alexandre avec sa tête, par exemple, eh bien, moi, je vous propose, grâce à notre atelier, de tester par vous-même hein, justement la modélisation 3D de manière très simple et très intuitive. Vous voyez, quand on était au niveau du troisième live, on avait un atelier poterie avec des petits dessins, des petites poteries à utiliser. Moi, je vous propose aujourd'hui de tester autre chose et c'est ce qu'on fait assez souvent. Euh, J'ai sur notre site 3dim.formmaker.org une image. Voilà, je vous la montre. C'est une sorte de guide qui va vous permettre d'utiliser le script que je trouve ici sous Atelier Toupie 3D. Ce script, c'est quelque chose de très simple. C'est une sorte de logiciel. C'est même pas un logiciel, c'est un script qui fait de la 2D et qui va vous permettre, si je clique sur cette image, sur cette icône, de récupérer l'image que vous avez vue tout à l'heure, que j'ai enregistrée sur mon disque dur. Là, vous voyez au passage les différents vases que j'ai pu préparer pour la modélisation. Aujourd'hui, l'atelier Toupie, ça va être d'ouvrir
cette fenêtre-là, de changer un peu à peu l'échelle de cette image et de créer par vous-même le profil d'une toupie et d'un vase. Tout à l'heure, Pierre-Alexandre parlait d'une impression de vase. En tout cas, c'est quelque chose que soit vous téléchargez une pièce sur Internet, soit vous la modélisez vous-même. Et si vous avez un PC et une souris, moi, je vous invite à ouvrir l'atelier, intégrer l'image devant vous et puis de faire un simple petit jeu de « allez, je trace des lignes sur les points et voilà, je vous ai fait un guide pour créer une toupie. » Alors, le toupie, ça va être plutôt le profil de la toupie, un peu comme on avait fait le profil de vase. Là, je fais quelque chose de très simple et je me permets de le modifier avec la flèche qui va rendre ces droites un peu plus sexy. Voilà, je fais des courbes, je déplace les points. Pour ceux qui ont déjà fait du dessin vectoriel, ça va être très facile pour eux. Pour ceux qui découvrent, eh bien, c'est simplement manipuler un peu la souris avec 2-3 outils. Et ça permet, comme vous le voyez peut-être à l'écran, de placer des points et de faire comme un potier, c'est-à-dire un potier, qu'est-ce qu'il fait sur son tour? Il met de la terre glaise et avec des outils ou ses doigts, eh bien, il donne une forme qui va se répercuter tout autour de l'axe, parce que le tour, ça tourne, hein, évidemment, un tour de potier. Là, vous voyez peut-être que j'ai donné une forme assez sympathique à cette toupie. Les quelques points que vous avez au centre et en haut, c'est simplement pour permettre, une fois que la toupie est imprimée, d'y rajouter un pignon. Mais le plus important peut-être, et là je vais zoomer, c'est que au moment où je clique sur ces petits traits, ces courbes, eh bien, dans la fenêtre de gauche, j'ai un tas de points qui se sont ajoutés. Et ces points, évidemment, c'est un peu des coordonnées, un peu comme le papier quadrillé que vous voyez dans le fond et que vous avez peut-être pu faire dans vos jeunes années. Eh bien, ces coordonnées ont été simplement enregistrées pour vous. Et je vais vous proposer de faire quelque chose de très compliqué maintenant, hein, puisque là, jusqu'à présent, c'était assez simple. La chose la plus compliquée que je vais vous demander, c'est un copier-coller. Alors, la plupart du temps, quand j'attire l'attention des jeunes dans les ateliers, ils disent « Quoi, qu'est-ce qu'on va faire de compliqué? Mince, jusqu'à présent, je m'amusais bien. » Eh ben, voilà, un copier-coller, ouais, il faut pas le mettre n'importe où, quoi. Hein. Alors, déjà, je vais sélectionner tous ces petits points. Je clique avec le bouton droit de la souris et je fais copier. Ou pour ceux qui connaissent le raccourci de touche CTRL-C, eh bien, vous le copiez. Et je vais vous proposer de lancer le logiciel OpenSCAD, qui est aussi à télécharger. Si vous ne l'avez pas téléchargé, vous pouvez le télécharger ici, il est gratuit, il s'installe facilement. Mais si vous ne l'avez pas téléchargé et que vous suivez cet atelier, eh bien, moi, je vous propose de m'envoyer justement ces petits chiffres dans les commentaires et on va vous modéliser en 3D avec OpenSCAD. Alors, en attendant que je charge OpenSCAD, on peut peut-être vous montrer ce que Alex nous prépare sur le visage, comment il en est arrivé. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait un peu chacun à sa manière. Hein. Lui, il a des outils de sculpture pour créer un visage. Waouh, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre-Alexandre, de sa manière? Ouais, c'est vraiment chouette. Et honnêtement, c'est un logiciel qui, au départ, il est un peu laborieux à apprendre parce que les contrôles sont très différents de la plupart des logiciels 3D. Mais une fois qu'on l'a en main, en fait, c'est un logiciel qui permet vraiment de faire des trucs exceptionnels. Par exemple, là, avant, bon, on voyait pas, mais quand j'ai travaillé la bouche, par exemple, ce que je peux faire, par exemple, c'est que, voilà, quand je tire des trucs et tout, voilà, je peux un peu bouger. Mais par exemple, imaginons que je veux juste travailler l'arcade sourcilière. Je me dis, ah, purée,
Si j'utilise ce gros truc, ça me bouge un peu trop le préfrontal, ça me bouge un peu le cranium, j'ai pas envie, voilà, j'ai juste envie de travailler l'arcade. Et ben on peut créer, comme ça, un petit masque, vite fait, bien fait. Voilà, je crée des masques. Et en fait, tout ce qui est sombre, ça veut dire ça, t'y touches pas. J'ai pas envie que t'y touches. Et après, je peux juste travailler l'arcade et la replacer avec un outil qui s'appelle le move. Hein, donc, il veut dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire bouger. Et on peut bouger, voilà, les différentes parties, replacer un peu les arcades si on en a envie. Il y a plein d'autres outils, comme par exemple l'outil Clay. Alors, Clay, c'est l'outil qui est le préféré des sculpteurs parce qu'il permet de rajouter de la matière pour pouvoir travailler, par exemple, voilà, les pommettes, alors j'ai pas le nom en français, hein, vous l'aurez peut-être vous, mais moi je le connais pas. Ce petit os qu'on a euh, qui va derrière le temporal qui s'appelle le cheekbones. Alors c'est le nom anglais, mais j'ai plus le nom en français. Et après, je peux intégrer la matière. C'est l'os de poulet, non? Il doit avoir. Je crois qu'il s'appelle autrement en français. D'accord. Je crois pas qu'on l'appelle l'os de poulet en français, je crois qu'il a un autre nom. Après, Ouais, mais évidemment, il faut quelqu'un qui connaisse l'anatomie. Mais est-ce que c'est parce que cheekbones, moi, ça me fait penser à l'os de poulet, cet os de poulet qui est comment dire un peu en trois parties, une partie centrale et bah, puis c'est simple, hein, je vais aller voir sur Internet, hein, je peux aller voir. Euh, non, mais continue. Hein. En tout cas, ouais, tu peux effectivement répondre à cette question plus tard. Lionel, si tu veux, moi, je vais montrer l'étape suivante de l'atelier. Alors, voilà, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait un petit dessin avec deux courbes. Ces petits dessins qui sont en fait un polygone, c'est pour ça que le script s'appelle OpenSCAD Polygon Editor. Et voilà, ces coups de dessin, ces coups de souris, elles se transforment en chiffres. On a numérisé le dessin. En tout cas, on a créé un tracé numérique que finalement le logiciel OpenSCAD que vous voyez là, que j'installe assez facilement, et bien je vais simplement coller tous ces chiffres dans une fonction qui s'appelle rotate extrude. Finalement, tout à l'heure, on parlait d'extrusion ou d'extrudeur. Voilà, le terme extrusion, c'est un terme propre à la 3D qui veut dire, voilà, je donne de l'épaisseur à quelque chose. Alors, que ça soit dans le virtuel sur un logiciel 3D ou dans le réel avec une imprimante 3D, on va donner de l'épaisseur à un tracé. Et voilà, je colle mon tracé en faisant CTRL-V. Voilà, vous voyez tous mes chiffres. Si j'enlève la fonction rotate extrude et que je regarde dans ma fenêtre de visualisation à droite, eh bien, je retrouve mon profil. Comme je suis dans un logiciel 3D, eh ben, je peux tourner autour de ce que je viens de créer. Mais ce qui m'intéresse finalement, c'est de créer, en tout cas comme pour l'atelier précédent, c'était un vase. Pour l'atelier ici, ça va être une toupie. J'envoie la fonction rotate extrude avec une fonction 200. 200, ça va être que je vais répéter 200 fois autour de l'axe central ce profil. Et vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur le rendu, pof, et bien voilà, j'ai ma forme dessinée tout à l'heure en 2 dimensions qui devient une toupie. Alors, vous allez me dire, voilà, waouh, c'est super cette toupie, mais comment est-ce que je la fais tourner? Eh bien, justement, il y a une petite cavité ici que j'ai laissé, que j'ai simplement laissé vide pour pouvoir rajouter un petit pignon de bois. Vous savez, les petits pignons qui vous servent à assembler les meubles en kit. Entre 2 panneaux, il y a 2 trous et vous mettez un petit pignon de bois au milieu. Si vous en avez un rab de 5 ou 6 mm, eh ben, voilà, ça fera l'affaire pour imprimer une toupie. Cette toupie, finalement, la seule chose qui me reste à faire, et pour ceux qui sont attentifs à nos quiz ou qui connaissent déjà la 3D, eh bien, je vais transformer cette vue en 3D en un fichier STL. STL, finalement, c'est le fichier un peu passe-partout qui permet à la 3D d'imprimer, aux imprimantes 3D d'imprimer un modèle. Et puis, par exemple, un peu comme on a pu voir
Alexandre qui modélisait son tank il y a quelques temps, ce tank-là dont je vous parle. Eh bien, quand on télécharge ce tank et qu'on en fait un fichier STL qu'on envoie à l'imprimante à partir de ce petit logiciel de paramétrage, eh bien, on arrive à quelque chose comme ça. L'impression est terminée aujourd'hui. Je vais un peu avancer le plateau. Voilà, hop, hop. Et qu'est-ce qu'on a révélé devant nous? Un mini tank de 2 cm qui a mis 1 heure d'impression. Je vais le démouler et on va l'exposer dans notre permanence, dans notre local dès la semaine prochaine. Vous pourrez venir le voir. Et pareil, pour ceux qui suivent l'atelier, il nous colle ces chiffres-là dans les commentaires à tout moment. Ça peut être pendant le live, pendant la semaine, après. On en fera quelque chose en 3D. Et surtout, le fichier STL, c'est le format passe-partout. Alors, voilà, on a fini l'impression 3D. Est-ce que, Alex, où t'en es sur ta tête, comment ça se passe? Bah là, j'attaque une des parties les plus compliquées, qui sont un peu les lèvres. Donc, il y a beaucoup d'études anatomiques. Je peux vite fait le montrer. Quand je bosse un truc en 3D, j'ai toujours une référence d'un écorché ou D'accord. même là. Alors ça, c'est un sculpteur que j'adore. Il s'appelle Farelli. Donc lui, il a inventé le plane sculpt. C'était un truc assez intelligent à l'époque, c'est-à-dire représenter chaque partie du corps en quelque chose de plat pour montrer vraiment tous les volumes qui composent notre visage. Et une fois qu'il avait fait cette partie, il smoothait en fait, c'est-à-dire qu'il venait avec un papier abrasif et il commençait à polir les arêtes dures pour créer quelque chose de rond. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé dans la sculpture 3D. Il y a une excellente référence qui est Star Wars Clone Wars, qui vient de finir d'ailleurs. Eux, ils se sont beaucoup inspirés des travaux de Farelli pour créer justement un rendu très anguleux, très carré. Polygonal, quoi. Ouais, même pas polygonal, même pas trop polygonal. D'accord. Je peux montrer ça. C'est une grosse référence aujourd'hui, Clone Wars. Ça a créé un nouveau style graphique qui a beaucoup plu à beaucoup de modeleurs et de Clash of Clans l'utilise par exemple. Alors j'essaie de voir si j'ai Si je me souviens bien, ce dont tu parles, Clone Wars, c'est un dessin animé, non? C'est pas un film, là, on est d'accord? C'est un truc en 3D, quoi. Mais vous Un voyez, dessin animé en 3D, d'accord. mais voilà, tout est assez anguleux en fait. C'est assez, vous voyez, on voit beaucoup les edges durs au niveau de l'arête du D'accord. nez, au niveau des propriétés anatomiques et tout ça. Même les doigts, regardez comme ils sont plats, comme ils sont carrés, tout ça et compagnie. Là, on peut voir voilà le visage d'Anakin. Vous voyez, tout est très anguleux, très stylisé. Mais pourtant, on reconnaît chaque personnage, quoi. Ouais, c'est vrai que si on pouvait justement simplifier les personnages, là, en tout cas, là, ce que toi tu as fait, c'est plutôt prendre le pari de faire pas quelque chose d'anguleux, mais quelque chose qui est très très lisse. Et tout à l'heure, je me Mais disais, mais tiens, je travaille c'est toujours l'anguleux. Regarde, là, tu vois, je marque les arêtes du nez. Je vais venir les aplatir d'accord. un peu pour avoir en fait le volume, pour comprendre le volume. Et après, oui, bien sûr, une fois que tu as les arêtes dures, là, je peux appuyer sur une touche. Vous voyez que mon curseur devient bleu. Ça veut dire smoother. Et après, hop, je viens, j'intègre, Waouh. je smooth. Et donc, ça arrondit vraiment les formes et ça donne quelque chose de plus organique. D'accord. Alors, ce que je vois finalement, c'est un peu comme voilà quand on fait un rendu du vase ou de la toupie que j'ai pu faire sur OpenSCAD. Tu dois définir, en tout cas sur ce logiciel OpenSCAD, qui est voilà un logiciel open source et gratuit que tout le monde peut télécharger. Tu définis la précision. Justement le nombre de polygones, mais ce que j'ai l'impression dans ton super logiciel là qui s'appelle ZBrush, c'est t'es pas du tout limité. Comment ça se passe au niveau de la précision? Est-ce que C'est tout le simple. polygone, C'est ouais, tout c'est quelque simple. chose que tu oublies ou qui est Alors, géré d'une ouais, autre manière?
Alors, ZBrush a vraiment été créé pour faire du height poly, hein, parce que c'est de la sculpture. En fait, si tu veux, il se base quand même sur les principes de base de la modélisation pour 3D, c'est-à-dire, il a des polygones. Ah, on peut Et les donc, voir, ouais. Mais en il fait, en a le truc, c'est tellement, que si quoi. par exemple, là, j'ai un Dynamesh. Alors, le Dynamesh, c'est un outil qui est arrivé à la 3e version de ZBrush, qui a été l'outil, ça a été l'outil phare des modeleurs 3D, parce qu'à l'époque, en fait, ils n'avaient pas ça. Ils devaient tirer des fois des endroits pour étirer le polygone et pour travailler d'autres, les surfaces où il y avait des polygones plus nombreux. Et en fait, Mhm. après, ils se sont rendus compte que, ouais, bah, pour éviter cette complication, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Dynamesh. Le Dynamesh, c'est le petit truc qu'on voit là. C'est par exemple, si je le diminue, là vous allez voir, donc j'enlève mon truc, je vais lui dire recalcule-moi Dynamesh et il ne le fait pas, c'est très bien. Recalcule Dynamesh. Alors, il l'a pas fait. Alors, tiens, Lionel, pendant que Alexandre cherche, je vais peut-être montrer avec une forme simple qui est la toupie. Voilà, Euh, voilà, ah oui, voilà. Bah, voilà. juste, oui, exactement. En fait, Euh, c'est super parce qu'on peut dire je veux un Dynamesh bas. Et qu'est-ce que ça va être simple d'avoir moins de polygones, ça va permettre de travailler plus facilement les surfaces. On a moins de polygones, donc pour modifier un peu les surfaces et tout ça, c'est le mieux. Mais après, pour commencer à travailler le détail, on va lui dire ah non, moi je veux un Dynamesh beaucoup plus haut, donc je l'avais mis à 500. Et donc, qui dit 500 peut dire plus de polygones, et plus de polygones veut dire plus de travail de détail, quoi, en fait. En fait, en ZBrush, on va bosser de 3 manières. Alors, ces 3 manières se délimitent par des caractères simples. Il y a ce qu'on appelle basse fréquence, moyenne fréquence, haute fréquence. La basse fréquence, en fait, c'est quand, par exemple, vous voyez un objet de loin. Si là, je le mets de loin, là, vous comprenez que c'est une forme de visage et tout ça, mais on voit pas trop le détail, quoi. On voit que c'est un visage de loin et tout ça. Moyenne fréquence, c'est quand on va commencer à s'approcher. On a une personne, par exemple, à 5 mètres, 6 mètres. On va commencer à voir certains détails. Ah, ben, il a un nez, il a une bouche, il a des paupières, il a des oreilles. Et après, alors, je te coupe juste, Alex, je te reprends, je te donne la parole après. Ouais. Simplement pour montrer sur la toupie qu'on a fait tout à l'heure, si je change un petit paramètre, voilà, qui est le nombre de fois où je fais tourner mon profil autour du centre, et ben, au lieu d'avoir une toupie ronde, j'ai une toupie carrée. Si je double le nombre de facettes, bon, bah, j'ai un octogone. Si je vais encore plus loin en mettant voilà, un nombre, eh bien, on a quelque chose de rond, mais si on zoome, effectivement, on a ce genre d'effet. Avec 200, on est à peu près bien. On voit quasiment plus les facettes. Une fois imprimé, en tout cas, on a quelque chose de très lisse. Mais voilà, on peut repasser sur ton écran, Alex. C'est vraiment cette notion qui est importante dans la modélisation 3D et aussi dans Ouais, l'impression 3D. C'est comment mon modèle est précis au final. c'est S'il est ça. bien précis, eh ben j'ai des angles qui sont des courbes qui sont très lisses. S'il n'est pas précis, j'ai l'impression que mon modèle ou mon impression 3D elle est coupée à la hache. En tout cas, j'ai envie de dire c'est un peu C'est la ça. pierre angulaire quoi. Plus tu as de polygones, plus tu vas avoir donc quelque chose de. Le terme anglais, c'est smooth, hein, donc c'est quelque chose de très lisse, en fait. Smoothing, grossièrement traduit, c'est lisse, en fait. Et Ok. bah, on peut voir ça d'une manière très simple dans le jeu vidéo. Quand la 3D a commencé à apparaître, qu'est-ce qui s'est passé? On avait des jeux vidéo très anguleux, très carrés, très rien que Resident Evil, c'était des boîtes sur des boîtes sur des boîtes. Tout était le nez, c'était un triangle. On n'avait pas encore les yeux et les paupières, c'était des textures Mais qui étaient. il y a une raison principale à ça finalement, c'est que plus tu as de polygones, plus le processeur ou le cerveau de Ah l'ordinateur ouais, il est obligé de calculer comme un fou. ah Et c'est ouais, vrai que les premiers jeux vidéo qui sont sortis sur les premières consoles, elles avaient des processeurs assez sous-dimensionnés par rapport à ce qu'on trouve maintenant. Et bah oui. j'imagine même comme toi quand tu fais de la modélisation, quand tu pousses au max le nombre de polygones, peut-être ton PC il doit un peu ramer ou en tout cas l'affichage Ah doit ouais. se ralentir. Hein. Et Ah oui, oui. Là, j'avais fait par une exemple, modélisation. ce qu'il y a d'intéressant aussi pour faire un passage avec l'impression 3D, Pierre-Alexandre, comment toi tu gères la précision sur l'impression 3D? Est-ce que ça a à voir avec les polygones ou est-ce que c'est puisqu'on va traduire finalement un modèle 3D en couches et finalement
si je me souviens bien, et c'est peut-être aussi un sujet qu'on pourra aborder plus tard, c'est l'impression 3D, elle se fait par couche horizontale. Ça veut dire que finalement, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, un arbre, sauf que c'est pas concentrique. L'arbre, chaque année, il a une couche supérieure, une couche qui fait un rond supérieur sur son écorce. L'impression 3D, c'est plan par plan, mais il y a de nouvelles techniques qui arrivent maintenant pour ne plus imprimer en plan, par exemple. Alors, en fait, il y a, pour rapport à la précision, donc si on regarde un objet imprimé, donc ça va être des couches qui vont être superposées les unes sur les autres. Donc si on a un état de surface, une surface qui monte directement tout droit, les couches elles vont être empilées très très bien les unes sur les autres. Donc on aura un objet qui sera géométriquement parlant assez précis, pardon. Homogène, quoi. Voilà, qui va pas faire des effets de créneau. Par contre, dès qu'on va passer sur quelque chose qui va avoir un profilé plus triangulaire, et ben en fait en bordure on va avoir un effet d'escalier en fait entre chaque couche, quoi. D'accord, ouais, je vois. Voilà, si par exemple si on regarde de près, je sais pas si on va pouvoir les voir, non. Ouais. Il Ou alors sur faudrait. mon écran, tu peux voir Lionel, parce que les couches dont je parlais, effectivement, pour par exemple le temps qu'a imprimé, et ben justement, c'est ça, quoi. C'est ces fameux effets d'escalier, quoi. On les voit sur ces chenilles. Là, on voit Oui. par exemple pour cette espèce d'angle qui est assez plat, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 7, 8 escaliers pour avoir cette pente. Maintenant, on sait bien qu'un escalier, c'est quelque chose qui est à angle droit, quoi. C'est pas très joli pour une pente. Alors, Imaginons, je mets une précision de 0,1, c'est-à-dire que je triple la précision du modèle. ouais. Voilà, il se recalcule. Au lieu d'avoir 8 escaliers pour cette pente, eh ben, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, je dois avoir une trentaine d'escaliers. Plus on est fin sur l'impression, plus le modèle initial, eh ben, il est, on va dire, respecté, quoi. Alors il faut trouver le bon ratio parce qu'effectivement, plus on divise des couches, on fait des couches fines, et plus on va faire exploser le temps d'impression. Là, je sais pas, du coup, tu étais à 40 minutes quand tu étais en 0,3. Est-ce que tu peux nous dire à combien c'est estimé maintenant, Fred? Alors, Fred a été déconnecté, mais il est en train de revenir. Et j'en profite Ok. juste pour prendre un message qui nous a été laissé sur le chat. Donc, effectivement, Dominique nous disait que cheekbone, c'est l'os zygomatique. C'est ça, c'est le Euh, zygomatique, ouais. C'est celui qui fait rire. Et d'ailleurs, la caméra de Fred s'est mise à marcher, comme par magie. Ok, bah, des fois, il suffit d'arrêter de recommencer. C'est la plupart du temps, ça fonctionne comme ça. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant de faire le lien entre voilà quelqu'un qui modélise en 3D d'une manière assez virtuose, avec quelqu'un qui imprime en 3D et qui modifie son imprimante 3D aussi de manière virtuose. C'est voilà, c'est la même chaîne de valeur qui va d'une modélisation à l'impression, du virtuel au réel. Et en tout cas, c'est des sujets qui peuvent être, à mon sens, de plus en plus importants puisque on voit que l'impression 3D, elle est utilisée dans des tas de domaines de plus en plus précis. Et bon, moi, je pense que c'est pas simplement un domaine d'ingénierie. Hein. Je pense que la plupart des personnes qui veulent s'approprier l'impression 3D peuvent le faire pour leur propre hobby, pour leurs propres besoins domestiques. Et voilà, c'est un peu ce que je trouve intéressant dans cette technologie d'impression 3D, c'est que voilà, elle est ouverte à tous ceux qui ont envie d'apprendre et de faire des ateliers, en tout cas comme on les propose. Et moi, je suis très heureux d'avoir des intervenants aussi qualifiés qui amènent le niveau vers le haut, quoi. En tout cas, comme le disait Lionel, on arrive quasiment à la fin et ma webcam fait grève de nouveau. Elle a vraiment quelque chose, cette webcam. Moi, je vous invite à chacun dire le mot de la fin et peut-être à nous faire rêver sur
ce que vous avez envie de présenter peut-être dans les futures émissions. Qui se lance en tout cas Alexandre, on t'écoute. Moi, ce que je peux faire, c'est que pour la semaine prochaine, on peut essayer de finaliser ce visage. Parce que ce qu'il y a dans le domaine de la 3D et notamment de la création des visages, c'est l'anatomie. L'anatomie, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et pour les yeux, en fait, il y a beaucoup de techniques, mais certaines sont très laborieuses et d'autres sont très simples. Et je vais pouvoir montrer comment travailler en fait une paupière d'œil super simplement en fait. C'est vraiment parce que les yeux ont toujours des formes différentes et tout, et des fois on ne sait pas trop comment les dessiner, comment les modéliser. Et j'ai vu des techniques qui vont permettre à des gens qui veulent par exemple modéliser un œil ou un visage, des techniques mais super simples quoi, pour comment faire ça en un claquement de doigts quoi. D'accord, super. C'est un sujet qui va nous passionner. Les yeux, c'est ce qui nous permet de voir et plus que ça. C'est ce qui nous reflète. Est-ce que tu penses Ouais, c'est une partie. On dit il y avait un philosophe qui avait dit que les yeux étaient en fait le reflet de l'âme. Donc les yeux, c'est ce qui te définit en fait. D'accord. En tout cas, quand on fait quelque chose en 3D, ça reste le point le plus important, en tout cas pour donner un visage à ton modèle. Ouais. C'est ça. Alors moi, pour donner un petit peu les prévisions du prochain live, en tout cas, je sais que la semaine prochaine, on aura de nouveaux permanences dans notre local et on va voir si c'est possible de faire un live sur le local pour que on puisse vous présenter le lieu et puis vous donner envie d'y venir. Et voilà, un mot de la fin pour les autres. Je vous invite à nous faire rêver pour la suite. Alors, je pense que mon imprimante devrait être réparée d'ici la semaine prochaine et puis je pourrais vous faire une impression en live. Voilà. Ouais, super, j'en suis sûr. En tout cas, ça peut être intéressant de voir la capacité de ton imprimante et justement la manière dont tu joues avec elle, avec les différents matériaux. Et voilà, en tout cas, moi je remercie Lionel qui a encore organisé ce live et si tu veux nous faire le mot de la fin et puis Oui, moi je remercie toutes les personnes qui nous ont vus aujourd'hui, les personnes qui étaient présentes pour animer ce live et comme dit, on se donne rendez-vous pour les prochains. Je vous invite aussi pour ceux qui nous verront en replay, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse un petit peu travailler tout ça et vous proposer des sujets qui vous intéressent. Et si vous êtes prêts, on va quitter ce live. On est prêts. Et vous êtes prêts? 3, 2,